à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente le nouveau UX 2024 en version hybride. On va parler de tout comme d'habitude. On va faire un petit essai un petit peu plus rapide que d'habitude parce que là, on a eu un timing pas forcément comme il fallait. Donc, je vous fais une petite présentation rapide. Mais d'un autre côté, ce UX, on avait essayé la version électrique il y a déjà quelques années. Et niveau style à l'extérieur, il n'évolue pas. On refait un petit tour très rapide tout de même pour voir à quoi il ressemble. Mais c'est surtout la motorisation, cette nouvelle couleur qui vient d'arriver, et à l'intérieur, des nouveaux intérieurs également, mais surtout niveau moteur de 5e génération et le châssis qui était retravaillé. Le plus important sur cet essai, ça va surtout être cette partie en roulant, voir si ça évolue, les freinages, les accélérations, puisque un petit peu plus performant cette fois-ci. Donc ce nouveau UX 300H, donc H pour hybride, il existera donc soit en hybride, 2 roues motrices, soit en hybride, 4 roues motrices, ou une version électrique, mais qui représente une toute petite part de marché en France, c'est à peine 5% des ventes, donc c'est pas celle dont on va parler le plus. Pour faire rapide, c'est une batterie de 72,8 kWh avec 450 km d'autonomie environ, mais surtout encore une prise CHAdeMO, ce qui n'est plus du tout d'actualité. Chez nous, on n'a pas du tout ce type de connexion, donc pas forcément orienté marché français. Ce modèle du jour, donc, c'est la UX 300H. Nouvelle motorisation, 2 litres, 4 cylindres, avec 199 chevaux. C'est la 5e génération. Pour rappel, Lexus, c'est la marque luxueuse de chez Toyota. Donc ce moteur est également arrivé chez Toyota qui se partagent entre eux à chaque fois. Et on sait que niveau fiabilité, c'est quand même un gage de confiance. Et c'était surtout les pionniers dans l'hybride. Et ça fonctionne toujours parfaitement. On verra, les consommations de cette voiture sont assez intéressantes. Surtout pour une sorte de crossover de cette taille-là. Là, c'est quand même assez intéressant. Un 0 à 100 qui baisse, cette fois-ci en 8 secondes 1, 8 secondes ou 7 secondes 9 environ pour la version 4 roues motrices, donc qui tractionne à l'avant et qui propulse à l'arrière, puisque 4 roues motrices et surtout un nouveau moteur à l'arrière qui sera beaucoup plus puissant qu'avant. Le moteur arrière à l'époque était donc un moteur électrique, toujours le cas. Cette fois-ci, il passe à 40 chevaux, c'était environ 8 chevaux il me semble avant. C'était vraiment tout petit, c'était juste un moteur additionnel. Là cette fois-ci on peut dire qu'il va vraiment permettre de donner une force motrice plus importante. Mais pour la version traction, comme on a aujourd'hui, j'ai décidé de prendre cette version puisque c'est la plus vendue, environ 75% des ventes, 100% traction sur cette voiture, 8% de puissance en plus comparé à l'ancienne version en 250H qui disparaît maintenant totalement du catalogue. Au niveau de la taille, exactement la même chose que l'ancienne, 4,50 m de long, 1,86 m de large sur 1,52 m de haut ou 1,54 m pour les versions électriques. Au niveau de l'empattement, 2,64 m entre les deux axes de roue. On va voir ce que ça donne à l'intérieur également. Au niveau du poids, on est environ à 2100 kg, 2250 kg pour la version 100% électrique. On retrouve une garde au sol de 16 cm, ce qui en fait pas vraiment un SUV, plutôt un crossover. C'est plus, on va dire, une sorte de berline un petit peu surélevée, et 14 cm pour la version E qui rabaisse encore un petit peu, puisqu'au final, le pack de batterie dépassera un petit peu sur le dessous. Au niveau du coffre, on aura 315 litres dans cette version, plus spacieuse dans la version électrique avec 363 litres. Cette voiture pourra remorquer jusqu'à 750 kg, 0 pour la version électrique. Diamètre de braquage en 11,20 m entre murs aux environs de 10 m et quelques 10 m 40 entre trottoirs, ce qui est plutôt pas mal pour un véhicule de ce gabarit-là. Et elle sera disponible en 12 couleurs, dont cette nouvelle couleur que j'aime beaucoup, qui s'appelle le Sonic Cooper. Je crois que c'est arrivé également sur le nouveau Lexus LBX, qui sera normalement la voiture la plus vendue de Lexus maintenant, mais avant c'était cette version, le UX. Nouvelle couleur extérieure, nouvelle couleur intérieure, on aura un nouveau rouge à l'intérieur, donc on essaye en même temps de rendre cette voiture un peu plus premium, mais surtout de personnaliser beaucoup plus. On pourra retrouver la Digital Key grâce à son smartphone, de nouvelles applications. Elle a été retravaillée au niveau du châssis, de la suspension et du freinage. Elle sera meilleure cette fois-ci en virage, c'est ce qu'ils nous ont dit, un meilleur freinage. On va voir ça bien sûr sur un 0 à 100. On repasse brièvement sur l'avant, un capot qui est quand même assez plongeant avec un arrondi ici, plutôt joli. C'est la première fois que je vois ça sur une voiture. Et ensuite, donc, on arrive à cette ligne ici qui vient prendre le pli qui se transforme en ligne, qui vient faire donc cette forme de sablier très marquée chez Lexus et qu'on reconnaît forcément.
Au premier coup d'œil, on sait même si on cachait le logo que c'est une Lexus. On a bien sûr les aides à la conduite de niveau 2, régulateur adaptatif, centrage de voix, etc. Le gros logo Lexus posé en plein milieu de cette calandre et le support de plaque un peu plus bas avec des capteurs bien intégrés. Ici, de quoi mettre le crochet de remorquage et les petits lave-glaces pour lave-phare. Sous ce capot, voici à quoi ressemble ce nouveau moteur 4 cylindres 2 litres. Au niveau du moteur thermique, c'est 152 chevaux développés par ce 2 litres et jusqu'à 113 chevaux en 100% électrique. Un peu plus bas, on retrouve ces blocs optiques, bien sûr 100% LED. Alors, pas de feu matriciel, mais ah non, on a quand même l'ampoule en clignotant. Des grosses parties latérales avec du LED sur les antibrouillards, une partie basse avec des parties plastiques et des arches de roue en plastique qui peuvent être disponibles en version peinte. On va voir sur le côté. Nous y voici. Donc, partie plastique, ça me fait penser un petit peu au BZ4X, un petit peu ces formes un petit peu plus grosses sur la partie arrière. Alors, on a cette petite partie un petit peu plus fine qui s'évase ici et pour donner des lignes, c'est assez intéressant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce design. Bon, j'ai dû trouver une route, les amis, en panique et en fait, il y a plein de voitures qui passent ici. C'est pas très pratique. En final, il s'arrête là. Je dois pousser à chaque fois. Bon, c'est joli en tout cas avec les petits arbres. De ce côté-là, la trappe à essence. Et comme je disais, le côté n'évolue pas de changement à l'extérieur. Cette ligne ici qui traverse vraiment la caisse, donc avec une ceinture de caisse ici là qui est un petit peu montante. C'est assez marrant, du chrome un petit peu puisque ça reste quand même des voitures premium. Et on sait que sur les voitures premium, on aime toujours le chrome. Les rétros, toujours façon Lexus avec ce design qui est très sympa et des barres de toit sur le haut. Poignée type frigo toujours et donc ces arches de roue avec le côté SUV crossover avec les arches de roue, les bas de caisse et l'avant, la lame et à l'arrière également en plastique brut qu'on peut avoir en version peinte et je vous avoue que je les trouve quand même beaucoup plus jolies dans cette finition. D'ailleurs niveau finition, on a la finition F-Sport ici. La gamme d'ailleurs commence avec le UX300H, le modèle de base. Ensuite, il y a la version pack. Ensuite, il y a la version luxe. Et d'un côté, il y a le pack business pour les professionnels. Et ensuite, la version F Sport Design que je vous présente aujourd'hui. Et ensuite, la version F Sport exclusive qui est la version la plus haut de gamme. Ça commence à, si je ne dis pas de bêtises, 41 990 €. Et on monte jusqu'à 61 000 € pour la version la plus optionnée en 2 roues motrices. 500 € supplémentaires pour la version 4 roues motrices. Sur l'arrière de cette voiture, donc pareil, ça n'évolue pas, mais toujours ce grand bandeau lumineux. Et ce que j'aime beaucoup, c'est cette partie remontante ici qui nous fait des petites oreilles sur le côté. Et pareil, qui est en LED. Donc cette fois-ci, par contre, là, on est bien sur du 100% LED sur l'arrière de cette voiture. Le troisième feu stop intégré au béquet. Petite antenne requin, l'essuie-glace bien pratique avec une vitre arrière qui est plutôt inclinée, qui donne presque limite une impression de coupé. Et des blocs assez travaillés. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'il y a vraiment plein de lignes un petit peu partout. UX300H de ce côté-là pour nous donner la version que l'on a. Le Lexus badgé de ce côté-là pour nous rappeler la marque. Le logo en plein centre, support de plaque et ensuite à l'arrière, toute cette partie en plastique brut qu'on peut avoir également peinte selon les finitions que l'on va souhaiter. D'ailleurs, on a le biton disponible sur cette voiture, tout comme le toit ouvrant et panoramique qui sera une option que l'on n'a pas aujourd'hui. Dans le coffre, un volume de 315 litres, comme je vous disais, le plus spacieux c'est la version électrique qui aura 363 litres. Alors je vous avoue que pour un engin de cette taille, on peut voir que c'est pas forcément très spacieux, le seuil de chargement est positionné assez haut et on retrouve quand même un petit espace juste en dessous, pas ultra spacieux. Bon, vous me connaissez, bon, il y a un petit peu d'affaires à l'intérieur, il y a la plage ici qui est très souple, mais si je veux rentrer avec mes sacs, ce sera un petit peu difficile, c'est pas forcément la version la plus spacieuse que l'on retrouvera ici. Alors de ce côté-là, au niveau des places arrière, donc c'est pareil, on va voir juste une petite évolution au niveau de la sellerie, mais pas forcément de grosses évolutions au niveau de l'intérieur. Ce que j'aime bien, c'est que ces sièges arrière sont positionnés assez haut, ce qui me permet de voir au-dessus des sièges, qui sont quand même assez larges ici. Au niveau de la tête, donc moi je mesure 1,80 m, j'ai de la place au niveau de la tête. Les sièges, donc moi je conduis assez bas. Ça passe tout juste et encore je crois que je suis pas au plus bas, donc au niveau des pieds on a un poil d'espace. Au niveau du rayon des genoux ça va, c'est correct. J'ai un accoudoir ici, un accoudoir ici. Sur cette partie il est assez ferme. Alors, il y a une mousse très légère, très fine, donc on va vite arriver au plastique. Une grosse poignée ici et ouais, des parties quand même assez plastiques un petit peu tout le long. La commande de fenêtre, est-ce qu'elle va aller jusqu'en bas? Elle descend jusqu'en bas, donc ça reste un avantage pour lorsque c'est l'été et qu'on veut profiter un petit peu de l'air. La poignée juste ici qui est assez sympa, un petit peu travaillée. On est plutôt pas mal.
On peut l'avoir intérieur blanc, intérieur cuir marron, intérieur rouge, intérieur noir, tissu, cuir, vrai cuir, faux cuir. Pas mal de choix. Fixation top taser isofix sur les deux sièges d'extrémité ici. Et malheureusement pas sur ce siège avant. On a une poche seulement de ce côté-là. Pas de ce côté-là. Deux ports USB ici. Deux ports USB type C. La climatisation ici. Mais on peut juste régler le débit d'air. La banquette se rabat en 40-60. Et bon, l'avantage, c'est qu'au moins, ça nous fait quand même déjà un plancher plat juste ici. Et la ceinture reste bien sur le côté. Ça reste également un avantage avec le spotlight là-haut, un petit tunnel central, la place du milieu. Hop. Alors, j'ai pas énormément de place pour mes pieds. C'est pas hyper pratique de passer sur tous les rails. Ouais, viennent vraiment sur les chaussures. Et si je me rapproche, moi, je suis vraiment en canard. Et là, c'est beaucoup plus dur au niveau du dossier. L'assise également, elle est un petit peu bombée. On sera quand même bien mieux sur les places du côté. Allez, je vous emmène découvrir cette fois-ci la partie avant, mais on peut voir vraiment le travail, les reliefs, toutes les lignes qu'il y a sur cette voiture. Là, on le voit bien avec les contrastes justement de l'ombre. Ce biton, c'est plutôt sympa même au niveau de ses charges de roue. Le rétroviseur, ici, simple avec ce design assez sympa. La poignée Tifrigo qui est quand même assez spacieuse. Allez, on va aller à l'intérieur. Ah, oui, j'éteins les phares. Vous allez voir, elle bip beaucoup cette voiture pendant cet essai. Une partie assez soignée ici. Alors c'est assez simple, c'est une sorte de cuir sur toute la porte. La poignée qui ressemble également à celle de l'arrière. Un accoudoir ici, pareil, avec une mousse mais en fait qui est très très fine. Et en fait, le problème c'est que j'aurais bien aimé qu'elle soit plus moussée et un petit peu plus ferme parce qu'en fait on arrive directement en fait, au plastique qui est derrière. Ensuite, sur la partie basse, des plastiques. De ce côté-là, on retrouve les commandes de fenêtre et de rétroviseur et des petits bacs de rangement juste ici où vous voyez cette bouteille rentre ainsi et petite partie rangement sur le côté. Je vais me reculer, donc siège manuel sur la version du jour. Voici à quoi ressemble le poste de pilotage et je vous la démarrer tout de suite. Comme ça, ça vous permettra de voir les écrans. Donc, ça, j'adore cette animation, elle est super belle. L'écran en plus a des noirs assez profonds, ça donne vraiment un bel effet lorsque la voiture démarre. Ensuite, il faut toujours accepter les conditions, etc. Donc ça, c'est dommage qu'on doive accepter à chaque fois, mais réglementation, blablabla. Volant Lexus, ici, une grosse partie là. Vous reconnaîtrez ce volant pour ceux qui suivent la chaîne. De ce côté-là, les commandes pour aller naviguer un petit peu dans les menus là-bas. De ce côté-là, les aides à la conduite, surtout les modes ici échanger de musique. De ce côté-là, on a le volume, commande vocale, retourner en arrière et naviguer et décrocher au téléphone. Là, on a des caméras. Donc là, vous voyez, ça s'allume en infrarouge. Donc les yeux ne le voient pas. Pour moi, c'est tout noir. Mais on a une caméra au centre. On en reparlera très désagréable pendant cet essai. Appel de phare, clignotant. Les commandes ici. Anti-brouillard avant-arrière, le mode feu auto qui s'allume ici lorsque je clique sur le côté. De ce côté-là, ce sera pour les essuie-glaces et ce bouton ne sert à rien. Pas de commande derrière. Réinitialiser les tripes ici. Donc là, vous pouvez voir là que j'ai fait 273 km. De ce côté-là, un aérateur ici, la sono en haut. C'est parti pour désactiver le SP. Alors, hop, directement ici. Et de ce côté-là, c'est la partie pour choisir son mode sport vers le haut. Donc, qui s'affiche là, le mode normal ou le mode éco, donc selon quand on appuie. L'écran derrière, donc nouvel écran 12,3 pouces, comme chez la plupart des marques, j'ai l'impression que c'est un standard cet écran, avec le compteur de cette façon. De ce côté-là, on peut afficher des infos personnalisées. Également, de ce côté-là, comme d'habitude, on peut personnaliser un petit peu comme chez Toyota. Ici l'écran, donc là on a le plus grand, il pourra être disponible en 8 pouces, donc qui fera environ ça, donc beaucoup plus petit. C'est vrai que si vous pouvez vous le permettre, je vous conseille le grand, qui est quand même bien mieux. Deux aérateurs de ce côté-là, et ensuite un également de l'autre côté. On a une sono plutôt qualitative, on peut avoir du Mark Levinson qui sera bien mieux, parce que celui-ci, alors on n'a pas trouvé d'équaliseur, alors je ne sais pas si c'est dans toutes les versions ou pas, mais pas dans celle-ci. Deux boutons ici pour démarrer la voiture, Power, et ensuite le bloc clim qui est en physique, qui est une bonne chose. Deux ports USB-C, un chargeur par induction, double porte-gobelet et la petite commande de boîte juste ici, comme on retrouve sur une Prius par exemple ou le nouveau CHR. Je tire vers moi, je passe en D, ça me ferme les portes, vers le haut, reculer avec une caméra de recul. La qualité est plutôt correcte. La touche parking, on appuiera juste ici et on repasse en parking et ça coupe la caméra. On a les sièges chauffants et volants chauffants ici, donc pour moi,
et pour le passager sur 3 positions et le volant chauffant sur 2 positions. Ensuite, le mode EV, si on veut finir son trajet par exemple en EV, et le auto hold, bien pratique pour la ville de ce côté-là. La boîte de rangement avec un port USB type A pour ceux qui ont encore les anciens téléphones pour connecter en Apple CarPlay, Android Auto, mais on a l'Android Auto et l'Apple CarPlay disponibles sans fil, et également il s'ouvre de l'autre côté. Donc ça c'est une petite astuce assez sympa, je trouve ça plutôt cool. Voilà les sièges, je ne vous ai pas montré les sièges ressemblent à ça, un appui-tête plutôt moelleux, une partie ici assez généreuse. J'ai passé pas mal d'heures, depuis 9 h ce matin je suis au volant. Il est 15 h comme vous pouvez le voir, où je suis dans cette voiture en tout cas. La touche warning en plein centre, là-haut un rétroviseur central avec un bord assez fin. Sur le haut on retrouve des commandes ici en tactile pour l'éclairage, la touche SOS et l'alarme et est-ce que je veux que ça s'allume ou pas lorsque j'ouvre les portes. Un petit porte-carte directement devant, ce qui est plutôt pratique au péage, ça évite de baisser. Et ensuite, donc, une partie avec une ampoule encore et un miroir plutôt grand. On a tous des poignées sur le haut et voilà un petit rappel du point de vue conducteur. C'est plutôt sympa. Franchement, on est pas mal. Des textures sur le haut qui se voient un petit peu plus premium, assez travaillées. Pareil avec celle-ci, donc qui ressemble à une sorte de papyrus, mais mi-cuir, mi-papyrus, mi-plein de choses. Une partie moussée également là. Et une boîte à gants. Alors pas forcément l'une des plus spacieuses. C'est assez étroit d'ailleurs. Et surtout la pochette, en fait, la partie pour mettre le manuel et où le gilet prend pas mal de place. Donc pas de bouteille à l'intérieur ici. Bon. Je pense que je vous ai tout montré, il ne reste plus qu'à aller l'essayer cette voiture maintenant, voir ce que ça donne sur la route. Tu es prête? Toujours. Attention, ça commence. Bon, eh bien nous voici à bord de ce Lexus UX 300 H. H pour hybride. Incroyable. Je suis fort quand même. J'ai bien révisé ma fiche. Oui, puis c'est pas du tout transparent, le H et hybride, on ne connaît pas en ce moment. Hein. Effectivement. Il existe en 300. Ah, c'est ça que tu veux me faire dire? J'étais là, mais attends, je croyais que tu voulais que je parle de chevaux et j'étais là, mais non, c'est 199 chevaux. Les calèches, tout ça, c'est fini, Clémence. J'étais là, mais de quoi il me parle? Oui, 300 électriques. Oui. Bon, bref, là c'est parti dans cette voiture. Hybride, ah non, comme ça. Ferme les portes, tout ça à sécurité. Et c'est parti. Donc on a une boucle de lancer. On va voir jusqu'à où ça va. Merci, bisous, bisous. Tout est bon, on est gentil. Alors... voiture hybride, hybridation de 5e génération comme on disait. Et je n'ai pas dit que tu arrivais dans la vidéo d'ailleurs. Ben me voilà. Bonjour les gens. Voilà. Je suis contente de vous retrouver parce que ça fait longtemps qu'on n'a rien fait ensemble. C'est vrai. En ce moment Clémence a été là à chaque fois où j'étais quelque part. Donc c'est la grosse incruste. Voilà, exactement. Si vous l'aimez bien, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. On essaiera peut-être de faire un petit peu plus de choses ensemble. Oui. Vous me le mettez, hein. Si vous l'aimez pas, vous le mettez aussi. Dites dégagez Clémence. Bon, système hybride, c'est toujours le côté agréable. Lexus, c'est Toyota. Toyota, c'était les pionniers dans l'hybride. Ouais. Ils sont toujours assez bons. 5e génération, cette fois-ci, ils nous disent que ça régénère un petit peu plus vite. On a toujours le mode B spécifique pour les routes de montagne qui va démarrer le moteur pour faire un frein moteur. Par exemple, là, si je passe en mode B, normalement, c'est censé me démarrer le moteur. Ouais, parce que là la batterie. Puis alors, là, la route elle est parfaite. Ouais, il y a des nids de poules comme ça. Ah ouais. Non mais franchement, t'as vu le confort de cette voiture quand même? Ah ouais. Regarde, là je fais exprès de rouler dans les gros trous. Ouais. Franchement, ça s'en sort quand même assez bien. Aussi bien en suspension d'ailleurs que le siège. Ouais. Il est bien moelleux. Franchement, ça va. Pas maintenu, pas très maintenu, mais bien moelleux. Exactement. T'en penses quoi là de cette boîte, de cette, enfin pas de la boîte, de ce petit pommeau là. Ouais. Moi j'ai mis 3 heures à comprendre qu'il fallait à gauche. Bah oui, et après je me suis souvenu, mais parce que moi j'ai pas pris le volant d'une Lexus depuis un sacré bout de temps. D'accord. Et qu'est-ce que tu en as pensé de cette Lexus? Je l'ai trouvé très souple, très, en fait effectivement très dans le confort, que ce soit dans la direction, dans les suspensions, dans les relances. C'est pas une voiture dynamique, mais c'est une voiture vraiment confort. Pour être cliché, c'est vraiment la voiture de bon père de famille, un peu tranquille, voilà. Et j'ai trouvé ça plutôt assez confort. En revanche, je trouve qu'en termes de praticité, et je pense que ça c'est un avis plutôt assez féminin,
Je trouve qu'il n'y a pas assez de rangements simples et faciles. Les rangements des portes sont minuscules. Là, à part les portes gobelets, t'as pas trop de rangements, tu vois. Celui-là, mais qui est pas. Mais c'est pas des très accessibles. En fait, pour le quotidien, parce que c'est quand même une voiture du quotidien. Pour le quotidien, je trouve que c'est un peu juste. Voilà, c'était ma minute féminine. Ok. C'est vrai que je suis un petit peu d'accord avec ça. Pour un véhicule haut de gamme, tu vois. Ça, et il est quand même assez gros, donc on aurait pu peut-être espérer un petit peu plus de place. Ouais, c'est même. Tiens, où est-ce qu'elle s'ouvre cette. Là. Même. Ouais. La boîte à gants, c'est pas hyper profond. Pas hyper profond. Bon, bref, c'est. Je fais jamais trop attention au rangement, sauf quand il y a un truc qui me gêne. Et là, j'essaie de rentrer ma bouteille d'eau, il y en a déjà une, la deuxième ne veut pas rentrer. Bref, c'est pas le plus important. Et la conduite, alors vas-y. Alors la conduite, moi je me suis fait conduire 2 heures là pour venir jusqu'à là, donc j'ai toujours pas touché au volant jusqu'à présent. Et c'était plutôt agréable en tant que passager. Pourtant d'habitude j'aime pas être passager. Attends, ils ont là. Voilà. Moi je suis claque de chaud. Ah, tu claques de chaud? Pourquoi c'est pas une expression normale? Je n'en avais jamais entendu parler. Bah c'est peut-être moi qui l'ai inventé, je dis tout le temps que je claque de chaud. T'as raison, ça veut rien dire. Non, je claque des dents parce que j'ai froid. Ah bah moi je claque de chaud. Vous claquez pas de chaud? Je vais l'emmener plus souvent parce que je découvre de nouvelles choses. Alors, petite chose qui m'énerve. Ça, tu vois, je regarde un peu à gauche, à droite. Inattention du conducteur. Toutes ces aides à la conduite, moi, ça me fatigue. Si je mets la main devant comme ça, là, souvent, enfin, moi, j'aime bien conduire comme ça. À un moment, elle va sonner. Alors après, c'est obligatoire. C'est européen. En revanche, ce qui n'est pas obligatoire, c'est de devoir, pour débrancher les aides, aller au fin fond du menu, etc. Là, il n'y a pas de raccourci. Tu dois aller dans le général pour débrancher certains trucs, dans voiture pour en débrancher d'autres. Ouais. J'aimerais que ce soit plus pratique. Mais tu vois, la caméra, toutes les marques ne le font pas. Non, la caméra. Là, et puis alors, la caméra, en plus, je ne suis pas sûre que ce soit pertinent. Non. Et en plus, ça, c'est pas obligatoire. En fait, c'est juste pour avoir des bonnes notes à l'Euro NCAP. Parce que tout le monde, moi, je vous vois souvent sur les commentaires à dire ouais, mais c'est quoi la note Euro NCAP, etc. Elle est 3 étoiles, 2 étoiles et autres. Et pour avoir 5 étoiles, maintenant, on est obligé d'avoir tout ça, toutes les aides, toutes les lectures de panneaux, etc. Là, tu vois, par exemple, c'est une zone 30. T'es à 31. Pip, pip, pip. Ouais, relou. C'est un petit peu chiant. Et tu vois, là, elle continue encore. Et rouler à 30, franchement. Ouais, c'est trop dur. Bon, après, il y a des endroits où c'est justifié, etc. Tu vois, là, par exemple, on vient de quitter la zone 30 et elle affiche encore 30. Donc, elle n'a pas lu la fin. Donc, c'est quand même assez embêtant. Et là, par exemple, il y a Dodane, donc elle va revoir le panneau 30. Donc, elle va encore se mettre à sonner, à mon avis. Ça, c'est le truc à désactiver. Il faudrait un raccourci très rapide. Chez Renault, ils ont fait le meilleur truc. Ils ont fait un bouton sur le côté. Très bien. Mais d'ailleurs, chez Renault, chez Dacia la semaine dernière, ils disaient bien qu'ils ne faisaient pas la chasse aux étoiles. Donc Euro NCAP, c'est évidemment hyper important et tout ça, mais chercher forcément les 5 étoiles, ça veut dire que tu as une conduite, enfin des aides à la conduite beaucoup plus intrusives. Et j'aime plutôt pas mal leur parti pris. Il faut avoir un parti pris très sécuritaire, mais pas forcément intrusif. Ça, c'est pas la peine. Exactement. Mais t'as vu là, même le Dodane, c'est une voiture qui est quand même assez confortable. Hyper douce. Parce qu'il était quand même costaud le Dodane. Je sais pas, vous le ressentirez pas, mais la douceur du volant. Moi j'adore ce volant. Regarde. Ah oui, c'est vrai. Tu vois, quand tu le caresses comme ça là, c'est un feeling. Ouais, t'as raison. Il dirait une petite peau de bébé. Tu vois, c'est tout doux. Ouais. C'est agréable. Et tu sais, il est un petit peu moelleux. Et franchement, il est très agréable à prendre en main et même à conduire comme ça. Je trouve ça assez sympa. C'est marrant, je l'avais pas remarqué, mais oui, effectivement. Bon, à conduire, là on roule quand même une grosse partie en élec. Je trouve ça assez agréable. Là on va passer une zone à 70. Je vous referai une petite zone en ville juste après. Inattention du conducteur. C'est fou ça quand même. Je regardais là. Je regardais là. Ouais. Et en fait, rien que de regarder le compteur, ça franchement, Lexus, Toyota et pas mal de marques asiatiques là, c'est trop intrusif. C'est dommage. Parce tu dois pouvoir l'enlever ça, tu veux que je te l'enlève? Oui, on va tout enlever de toute façon parce que sinon ça va être intrusif. Mais c'est dommage. Moi j'aime bien les aides à conduite, conduit le niveau 2, etc. Mais c'est un peu dommage. Bon allez, on va aller se mettre à 70. Donc je vais me mettre mon régulateur. Hop. Ici, alors mode comme ça. Ça. Appuyez sur ça. Ok, je veux ça. Ok. Je veux 70 ici. Ok. Là. Il y a trop de boutons. Ouais, c'est... Là, t'as fait la manip la plus simple? J'ai essayé de trouver ce que je pouvais. Ouais, ok. Alors, à ce cas-là, c'est un peu compliqué. Alors, les ronds-points. C'est
peut-être un petit peu de monde ici. Non. Ouais, un peu de monde. Ouais, on le fera sur un prochain, Clémence. Je sais que tu adores le test rond-point. Je le déteste, celui-là. Bon, pour relancer, alors c'est toujours ce moteur avec un type de variateur. Alors par contre, ce qui est bien, c'est que ça relance confortablement, comme tu disais. Et on a de la puissance, parce qu'on a quand même 199 chevaux en cumulé, ce qui est largement suffisant pour tous les jours. Et je trouve ça agréable. Si on ne le brutalise pas, c'est assez discret, tu vois là. Oui, mais dès que tu le pousses un peu fort, effectivement, il est un peu poussif. Et encore, je trouve que il est plus rond. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il tourne rond, c'est un 4 cylindres et un 2 litres. Donc ça permet de ne pas avoir un moteur trop petit downsizé. Et surtout, la voiture est quand même très bien insonorisée. Moi, je m'en suis rendu compte avec Nas tout à l'heure. Je conduisais donc avec un collègue. Et même quand il est plus fort, on entend, alors peu importe la voiture, on entendra forcément le moteur qui tourne, mais je trouve que tu vois, c'est pas intrusif dans l'habitacle. Je suis d'accord. Et c'est bien camouflé, donc ça en fait quand même une voiture un petit peu typée premium, cette auto. Ce qui est leur but. Au niveau des finitions et autres, et même sur le feeling. Et d'un côté, c'est pas plus mal parce que avoir cette boîte, niveau consommation, c'est top. Alors tout à l'heure, il avait sur 2 heures de conduite une moyenne à 5 litres 2. Ah bah ouais, pas en comme utilisant le mode normal et le mode sport. Donc j'ai trouvé ça assez agréable. Ouais, nous aussi. Et tu vois, on n'a pas fait beaucoup de routes de campagne, mais on a fait des villes et des liaisons de routes de campagne entre deux villes. Et j'étais à 65% utilisation 100% batterie. Ce qui est quand même assez incroyable. Carrément. Donc ça veut dire qu'en ville, on est vraiment en électrique. Carrément. Mode sport, Clémence. Donc, et qui rigidifie un petit peu la direction ici. Et dans les sièges, on est un petit peu maintenu, mais ils sont pas faits pour être sportifs. T'as des voitures là. Ça tient quand même plutôt pas mal. Elle tu lui as foutu les jetons. Et elle a raison. Et elle a raison. Eh bien non, normalement quand on s'insère, on regarde si quelqu'un arrive. Et non, il s'arrête pas. Ouf. Ils s'en foutent ces gens. Allez, on met un petit peu de rythme. Donc ça souvire un poil. Ça souvire beaucoup. Mais l'ESP rattrape un peu quand même. Voilà. Et quand on appuie là. Ah mais il y a trop de circulation. Il n'y avait personne. Pourquoi quand on commence à chaque fois à faire les tests, il y a du monde qui vient? Il n'y avait personne. Oui, mais ils étaient attirés par tes bêtises. Bref. Donc, oui, ça souvire un peu. Ça souvire un poil, mais c'est quand même plutôt bien équilibré. C'est une voiture qui se veut confort. Quand on fait ça, tu vois, elle est quand même assez réactive en gardant du confort. Mais alors, c'est pas une voiture de sport. Non. Mais c'est pas ultra pâteau. Donc, non, c'est pas pâteau. Je trouve pas ça pâteau. C'est pas une voiture de sport. De toute manière, ça n'a jamais été vendu comme tel. Et du coup, pour ce qu'elle est, elle n'est pas pâteau. Enfin, moi, je trouve pas. Ça reste confortable et en même temps un minimum dynamique. Donc, je trouve que c'est le bon compromis qu'ils ont trouvé, sans que ce soit trop ferme, trop raide. Et ça reste assez agréable. Et tu vois là, à 70, on roule en élec. T'es retourné en mode normal là? Ah oui, je suis retourné en normal. Et c'est vrai que c'est quand même assez plaisant. Et la transition entre élec, attention, la élec, moteur. Bon, on l'entend, mais c'est très très léger. C'est parce qu'on est concentré dessus. Tu es dans une conversation, tu as de la musique, je pense que tu t'en rends même pas compte. Exactement, inattention de conducteur, ça m'embête un petit peu. Clémence, désactive-moi tout ça s'il te plaît. Et que ça saute? Plus vite. J'arrive. Attends, où est-ce que. Parce qu'il faut se balader dans le truc en plus. Non, alors on va aller d'abord dans général. Attends, j'y étais. Ouais, c'est toujours. Parce que c'est évidemment pas la même chose chez chacun. Aide à la conduite. Aide à la conduite. Aide à la direction. Aide à la décélération. Aide à l'anticipation. Là, ça m'énerve. Conseil d'utilisation. Non, c'est dans voiture. Mais non, mais il faut retourner en arrière. Je crois. Attends, parce que je vois rien. Voilà. Donc je t'enlève ça. On enlève ça. On enlève. C'est tout. Bon, c'est bon. Ça va. Mais. C'est dommage d'avoir trop de trucs intrusifs. Non, et puis il faut aller chercher trop loin, surtout, c'est ça. Exactement. Après, une fois qu'on a tout désactivé, c'est quand même hyper agréable. C'est smooth, la direction est agréable. Le rayon de braquage est pas mauvais. Le côté hybride, je trouve que c'est quand même bien pratique, qu'on n'ait pas imposé que ce soit une plug-in rechargeable. Parce que, alors le plug-in c'est top,
Alors, mais ça coûte toujours beaucoup plus cher. C'est contraignant au quotidien de devoir recharger. Donc tout le monde ne peut pas en avoir, parce que le problème c'est que quand tu achètes une plug-in hybride et que tu n'as pas l'environnement adapté, tu surconsommes parce que c'est plus lourd, tu recharges pas. Alors, attention, test. Là, le full hybride. Un braquage. Hop, tout petit rond-point. Franchement, pas mal. C'est pas mal pour un gros crossover de cette taille-là. Dodan. C'est quand même bien fait. Hein. Je trouve. Et effectivement, le full hybride, c'est trop bien parce que tu es systématiquement en électrique en ville parce que tu recharges dès que tu freines, etc. Donc en fait, finalement, tu es quasiment systématiquement en électrique. Donc ça veut dire et sans avoir à recharger, donc sur ton usage au quotidien, c'est quand même super économique. Et après, tu gardes la liberté, et ça pour moi, c'est important dans une voiture, de pouvoir faire les distances que tu veux parce que tu as quand même un réservoir. Exactement. Et tout à l'heure, quand on a pris la voiture, elle affichait 780 km d'autonomie lorsqu'elle était pleine. Donc quand même, bah ouais. Là, on a une moyenne à 4,3 litres depuis le départ. On verra hein, sur un long trajet. Donc là, on est perdu dans le fin fond de là où ils font des vins vers Bordeaux. Et on va aller se diriger vers la côte. Là où ils font des vins. Je sais pas, moi je ne vois pas. T'es dédaigneux. Là, c'est ce genre de jus de raisin. Une magnifique région. Tout à fait. Avoue que c'est joli. Oui, c'est très joli. Et t'as remarqué, il pleut pas. Effectivement, c'est vrai. C'est un miracle. Il pleut beaucoup en ce moment lors de nos essais. Mais tu vois, ce côté hybride, moi je trouve ça top. C'est agréable. Ça roule bien. Et le mix confort, etc., ça en fait une auto sympa à conduire. Ouais. Moi je la trouve très agréable à conduire. J'aurais bien aimé avoir l'option toit vitré. Ouais, alors moi je l'avais sur l'autre. Parce que bon, bah évidemment, comme n'importe quelle voiture, tu as plusieurs niveaux de finition. Et moi j'avais la luxe, donc super équipée. Et donc, comme toi, j'avais le réglage électrique du volant, mais aussi des sièges, ce qu'il n'y a pas sur celle-ci. J'avais toit panoramique, moitié du toit panoramique. Mais du coup, c'est quand même c'est quelques prestations qui sont appréciables quand même. Complètement. Voilà. Pour le quotidien, en tout cas, que ce soit en ville, petit village, etc., ça reste quand même facile à conduire. La direction n'est pas trop légère, donc ça donne quand même un minimum de ressenti. Elle a un peu de consistance. Fais voir en écho si ça change. Ah ben, en passager, t'as l'impression que c'est encore plus souple. Hein. Il n'y a pas vraiment de différence. Ah si, peut-être qu'en écho, il y a peut-être une petite différence au niveau du ressenti volant. Très léger. Et en sport, par contre, elle devient un petit peu plus ferme. Et selon la version, si vous avez la version F Sport, là, vous aurez même une suspension pilotée, qu'on n'a pas sur celle-ci, mais au final, qui se trouve est déjà largement suffisante. Alors, vous connaissez la chaîne, test d'accélération, donc là, plus rapide qu'avant, et au freinage, ils ont beaucoup retravaillé le freinage de ce qu'ils nous ont dit, pour que ce soit mieux équilibré. Donc, je vais passer en mode sport. Vous êtes prêts? Allez, go! Ça démarre gentiment, ça commence à pousser, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Ouais, c'est plutôt pas mal. C'est quoi? 7, 8, excuse-moi. 8 secondes? Alors, attention, t'es prête? On va se faire un 100 à 0. Ouf! Oh, les pneus! Ouais, en fait, la voiture freine, mais les pneus moins. Hein. C'est pas déconnant quand même, parce que là j'ai quand même tapé dedans à fond. J'étais à fond dans l'ABS, etc. Et non, c'est pas déconnant. La distance de freinage, elle est pas du tout déconnante, mais on a un peu surfé sur la fin. Non, c'était juste l'ABS qui jouait en fait pour réguler, parce que, enfin, t'as vu, on a freiné fort. Ouais. On est pneus froids, on n'a pas chauffé les pneus ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment conditions réelles. Et moi je trouve que la voiture ne plonge pas trop, ils ont rééquilibré un peu le freinage à l'arrière, parce que l'ancienne était beaucoup plus instable. Là, non, là il n'y a aucune instabilité, là franchement c'est très bien. Donc ils ont dit d'essayer, on a essayé, et pour avoir essayé tout à l'heure aussi en passager, moi je trouve ça assez convaincant. Et je me c'est sens pas un sécurité. effet d'annonce, Exactement. Et même tu vois sur le freinage, et tu veux que ce soit un peu plus dynamique, et même là tu vas prendre un virage un peu plus fort, bah ça y va bien. Hop. Et même sur la réaccélération en sport. Non mais elle est efficace et elle est... Là on entend le moteur et ça reste assez haut comme ça. Alors c'est la boîte qui veut ça, mais on est rarement à fond tout le temps de cette façon. Donc non. Moi ça me gêne pas, parce que dans les conditions normales, c'est pas du tout gênant.
Ouais, la conduite pour laquelle elle est faite, elle joue son rôle parfaitement, quoi. Exactement. Donc on va faire une autre balade qui n'était pas prévue puisqu'il n'y avait pas de bout d'autoroute. Et moi j'aime bien vous faire les tests dans toutes les conditions. Donc on va aller faire un petit bout d'autoroute. C'est important sur une voiture polyvalente comme ça parce que c'est quand même... Ça c'est la première voiture du foyer, quoi. Ouais. Vraiment on peut s'en servir tout le temps. Allez, on accélère, on relance. 130. Régulateur, s'il te plaît. Alors, par contre, tu vois, quand je mets raise ou plus, il vient pas se mettre à la vitesse. Alors, est-ce que si je le fais comme ça... Ah si, il faut appuyer sur le bouton d'à côté. C'est un petit peu différent des autres. Bon, ça, après, chaque marque a son fonctionnement. On le retrouve. Une fois que tu as la voiture, tu sais comment ça fonctionne. Ça. Donc 130. On a les aides à la conduite de niveau 2. Ça se débrouille pas trop mal. On a pu tester tout à l'heure avec le régulateur adaptatif. Il s'adapte un petit peu dans les courbes. Il arrive un petit peu trop fort. J'aurais bien aimé qu'il l'anticipe un petit peu plus, comme certaines autres marques qui ralentissent un peu plus pour justement ne jamais avoir à toucher la pédale de frein ou d'accélérateur lorsqu'on est sur une petite route de campagne. Il sait le faire, mais ajuster un petit peu. À 130, il y a quand même un petit peu de bruit. Un peu de bruit d'air. Un petit peu de bruit d'air, mais qui vient surtout de l'arrière. Ouais, c'est très bizarre. T'es sûr que c'est fermé? Ouais, tout est bien fermé. C'est quand même, on se rend compte, ce qu'il y a de plus difficile en insonorisation à travailler, parce que c'est toujours là où ça pêche. Donc on entend un petit peu des bruits d'air, des remous un petit peu sur l'arrière. Alors c'est pas déconnant. Non, c'est pas déconnant. N'oublie pas qu'on vient d'arriver sur l'autoroute dans 5 minutes, tu vois, notre oreille se sera habituée. Le moteur est très discret, le moteur. Ouais, le moteur est très discret. On est à 2000 tours minute pile poil à 130 km/h. Alors, ça joue toujours un petit peu parce que c'est un variateur. Si ça monte un poil, il va jouer. Et le moteur, en tout cas, est discret. Je l'entends pas. On a un petit peu de bruit qui vient de l'arrière. Ouais. Mais bon, c'est pas déconnant, c'est pas gênant, ça t'empêche pas de parler. Ça fait juste une petite résonance de l'arrière. À l'avant, en tout cas, même tu vois, les bruits d'air sur l'avant, les rétros et tout. Ouais. Non. C'est quand même très discret, c'est juste une sorte de son qui vient d'entre nous, là, avec de la partie arrière. C'est presque étonnant, parce que c'est rarement le cas. Le camion, ça, il faisait pas trop de bruit, on n'a pas de double vitrage. C'est pas déconnant. Non, le travail de l'insonorisation est pas mal. Et si on se met à 110, donc à 110, là, comme je suis en phase de décélération, elle essaye d'aller se mettre à 110 le plus rapidement possible. Donc là, par exemple, je roule que en élec. Ah, elle vient de me redémarrer. Donc à 110, on a toujours ce bruit qui vient principalement de l'arrière. Le volant, c'est pas un volant capacitif, ça c'est un petit peu dommage. Il faut amener un petit peu de poids sur la direction pour justement qu'elle sente que vous êtes là. Et en fait, elle est aussi confort à 110 qu'à 130. Ouais. Il y a un petit peu plus de bruit à 130, ce qui est logique. Bah, normal, mais pas non plus gênant. Ça va. À voir les consommations, j'aimerais bien connaître les consommations sur un plus long trajet de cette façon. Je sais pas combien de kilomètres on a à faire. Ça par contre, j'essaye de regarder le GPS pour savoir où je vais. J'ai les aides à conduite, la voiture conduit, mais elle me dit regarde la route. Alors je veux bien regarder la route, mais si j'ai les aides à conduite, normalement c'est fait pour nous aider. C'est vraiment la chose. J'aimerais que tous les constructeurs changent un petit peu. Alors certes c'est bien. Là par exemple je tiens le volant, mais pareil, j'ai pas mis de poids dessus. Alors que je suis sur l'autoroute, elle me dit pareil. Donc s'il te plaît, tourne un peu le volant. Alors que sur l'autoroute, on aime bien juste poser sa main. Et c'est des petites choses comme ça, tu vois, qui... ajuster, Et moi, j'adore les aides à la conduite. T'as vu? Ouais, elle l'a remis encore. Non, mais non, là ça matérialise véritablement les voitures qui t'entourent. Donc là, la voiture devant nous, elle s'est rabattue devant toi et on a vu véritablement le mouvement. Et tu vois, regarde là. Bah, ça c'est des petits trucs est-ce assez que sympas. ça t'aide vraiment? Je sais pas, mais c'est assez marrant. C'est plus une animation. Parce que vaut mieux regarder ce qui se passe véritablement sur la route que sur ton tableau. Après, ça veut dire qu'elle la détecte en train de s'insérer, donc coup, elle ajuste. Les systèmes de précollision, de régulateurs adaptatifs, tout ça, ça se met en route. Donc ça, c'est pas mal. Bon, c'est assez efficace et on va se faire un petit bout à 90 aussi puisque vous savez, on essaye toujours tout type de vitesse. Là, c'est pareil, toutes les phases de décélération, à chaque fois, on est en électrique. Donc ça baisse un petit peu les consommes. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces moteurs, ils consomment des fois un petit peu plus sur autoroute. Sur les petites routes de campagne, c'est l'idéal. Après, ça dépend si c'est vallonné ou pas. Mais
c'est plutôt pas mal. Après ta relance, t'étais à 6 litres au 100, donc clairement c'était pas avant l'autoroute, c'est vraiment sur la relance de l'autoroute. Et tu vois, on a fait quoi 3 km, t'es déjà à 5 litres 7. Donc en fait c'est quand même très efficient parce que c'est encore en train de chuter. On va passer au petit truc 30. Hop. Ou un truc où il n'y a personne. Il n'y a personne nulle part. Et on va se refaire un départ normal sans appuyer comme un idiot. Bon là tu me diras, tu ferais. D'ailleurs, nous on est bon maintenant en efficience, Clémence. Oui, là, ça, champion de France. Effectivement, champion du monde même, je dirais. Ouais, champion du monde parce que c'est une première. Tout à fait, on est les premiers à avoir fait une course d'endurance de compétition Audi au Castellet avec des Audi RS e-tron qu'on a gagné d'ailleurs avec notre équipe. La vidéo arrivera bientôt. Normalement, elle n'est pas encore dispo à ce moment-là où on sortira cette vidéo, mais ça arrivera prochainement. Mais c'était quand même assez sympa. Ouais, c'était trop sympa. Podium et tout. Sympa, on a gagné une course officielle FFSA quoi. Au Castellet, magique. Et on est, t'as raison, champion du monde, on pourra dire ça une fois dans notre vie. Alors elle n'était pas très internationale la course, mais aujourd'hui on est champion du monde. Ça fait plaisir. Bon, à 90 km/h, donc la petite phase de descente, toujours là c'est très smooth. élec. Il y a beaucoup moins de bruit. On entend un petit peu les voitures passer sur le côté tout de même. Là il y a un contraste de vitesse en plus. À 90, c'est assez agréable. Oui, là c'est très calme. Ouais. C'est plutôt bien. Le volant tombe bien, les accoudoirs sont au bon endroit. J'ai essayé de trouver une technique parce que depuis tout à l'heure ça bip. Donc je me suis dit tiens, je remets mes aides à la conduite. On suit des voitures. Je veux cacher la caméra. Je cache la caméra avec mon pouce. Donc je continue à garder une pression sur le volant. Là il me dit se redresser, visage du conducteur non détecté. Je lui dis c'est pas grave, laisse-moi tranquille. Et là ça sonne. Et même si j'ai le volant, hop. Ça sonne en continu. On continue. Et là, attention, vous êtes prêts? Je lui dis laisse-moi tranquille. Ça sonne en continu. Donc imaginez-vous, vous avez un problème de caméra, c'est foutu. Et il me l'a fait plusieurs fois, il m'a désactivé les aides à la conduite. Alors, je sais pas pourquoi là il veut pas le faire. Ouais, il a même donné un coup de frein. Ouais, il freinait et il lui a dit c'est fini. Donc on peut pas rester caché, sinon il est pas content. Un petit bout de scotch ça aurait fait plaisir quoi. Putain, arrêt cardiaque. T'es d'une violence dans tes claps. Bon, on est retourné dans des petits villages, dans une ville qui s'appelle Salles, comme la salle, les salles. Ouais. Moyenne à 5 litres 1 pour le moment, ce qui est plutôt correct. Quand on était sur l'autoroute, on a fait quand même pas mal de bouts d'autoroute. Je pense qu'on a dû bien faire un bon 60-70 km d'autoroute avec pas mal de 110. J'étais retombé à 5 litres 1. Ensuite, on a refait un bon bout de 130. On était retourné aux alentours de 5 litres 5. Et là, on s'est refait des petites routes de campagne avec des petits villages. 5 litres 1 de moyenne. C'est quand même franchement raisonnable, je trouve. En conduisant donc normalement. Bah, sur 203 km, là, le trip on avait réinitialisé, on est à 203 km à 5 litres 1 de moyenne. Ce qui est quand même c'est hyper pas bien. mal. Bah, surtout qu'il y a de l'autoroute, quoi, parce que c'est là où on consomme le plus. Non. Exactement. Moi je trouve ça vraiment correct. Une voiture qui est plaisante à rouler. Et surtout sur les petites routes de campagne comme ça. Là je trouve ça hyper agréable. Le fait qu'il n'y ait pas de passage de rapport. Le fait que ça passe en hybride, ça change. Sans qu'on s'en rende trop compte, donc c'est pas fatigant. Les sièges, on est plutôt bien dedans. Ça fait quand même, moi depuis tôt ce matin, il est 13h, je suis dans la voiture depuis 9h ce matin. Franchement... non, on est bien. On est bien. On est bien. Rare qu'on passe autant de temps dans une voiture, à part pour partir en vacances. Au quotidien, on passe une demi-heure, 30 minutes, 1 heure max. En vrai, là, je suis pas fatigué. Elle est plaisante. Juste les bip-bip qui... m'agace vraiment sur autoroute. Pour le premium auquel elle prétend, moi il y a deux choses. Il y a l'ergonomie à bord, donc c'est-à-dire plutôt les rangements. Tu vois, quand tu rentres, tu dois pouvoir poser ce que tu as dans les mains facilement. Bon, il y a quand même des rangements, faut pas dire qu'il n'y a rien, mais voilà, il y a quelques petits ajustements. Et effectivement, les bip-bip et particulièrement la vigilance. Vigilance conducteur. Ouais, ça, là, c'est peut-être le vrai point noir parce que vraiment il est intrusif. J'ai rarement vu aussi intrusif.
Après, pour le reste, c'est quand même plutôt une voiture sympa et qui est bien dans son segment. Et puis la motorisation, enfin faire du 5 litres de moyenne en ayant fait autant d'autoroutes avec une grosse voiture comme ça, je trouve ça assez incroyable. Je pense que en prenant cette voiture pour le quotidien, sur des petites routes de campagne ou en ville, en y allant en normal, je pense que je tourne à 4,5 litres de moyenne. 4,5 litres de moyenne pour ça. C'est quand même super efficient parce qu'elle n'est pas si petite, cette voiture. Donc, moi je trouve ça vraiment bien et on sait qu'ils sont quand même très très bons là-dedans pour l'efficience et surtout cette 5e génération d'hybride, ça reste quand même un assez bel avantage. Après c'est sur le long terme que ça s'apprécie, ce que j'aime bien c'est les couleurs, les nouvelles, etc. parce qu'elle n'est pas foncièrement évoluée cette voiture, à part des textures et des couleurs différentes, et cette nouvelle motorisation et ce nouveau châssis qui au final rend cette voiture plutôt agréable, soit en dynamique ou de façon en conduite cool, quoi. C'est pas une révolution mais c'est une belle évolution. Exactement. Bon allez, petit débrief. Bon alors, ce nouveau Lexus UX, qu'est-ce qu'on en pense? Alors, niveau design extérieur, il n'a pas changé cette nouvelle couleur. Je suis plutôt agréablement surpris, surtout avec ce biton. Et par contre, prenez les arches de roue plastique. Pour une fois, je préfère cette version avec les arches de roue en plastique parce que lorsque c'est peint, bien, je trouve que c'est un petit peu trop et ça fait des parties trop grosses. Quand elles sont affleurantes, c'est plutôt joli. Niveau consommation, on a pu le voir, c'est quand même assez exceptionnel. Au final, sur les 272 km, j'en suis arrivé à une consommation de 4,6 litres, ce qui est plutôt efficace. On le connaît, Lexus ou Toyota, ils sont très très forts sur les motorisations hybrides et ils le prouvent encore une fois sur cette 5e génération de motorisation. On a certes un petit réservoir, mais donc quand on est parti environ 780 km d'autonomie, je pense que ça peut se tenir et surtout qu'on a fait un mix autoroute, petite route de campagne, départementale et ville, eh bien je pense qu'on pourrait faire aux alentours des 4 litres, 4 litres 2 si on faisait que des petites routes ou de la ville, ce qui est quand même assez intéressant d'avoir une voiture économique au quotidien et surtout à tout faire. Par contre, le petit point négatif, c'est ce coffre qui n'est pas très spacieux pour une voiture qui se veut familiale et la première voiture du foyer. Ça aurait pu être un plus d'avoir un volume plus généreux à l'intérieur. Bon, n'hésitez pas à vous abonner avec le petit pouce bleu comme ça si vous avez bien aimé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et moi, je file vite prendre mon train. Ciao!